Shalom la famille, j'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu. Alors moi je rigole parce que on était en train d'enregistrer mais j'ai oublié d'appuyer sur play. Enfin bref, donc je la refais. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo avec Luc. Eh bien, pour entendre la suite de son beau témoignage, voilà, où il nous parlait donc de la construction de son bateau et également il y a eu une tempête, une apparition et un mot, enfin voilà, à retenir qui est ne crains pas. Voilà, un message du Seigneur. Donc Luc nous a donné ce message du Seigneur, ne crains pas. C'est un message qu'on entend souvent. D'ailleurs, le Seigneur nous dit au moins 365 fois dans la Bible, n'aie pas peur. Alors voilà, je crois que on n'a pas assez d'entendre ce mot, ok? Ne crains pas. Et puis donc du coup, bon ben Luc, tu vas nous donner la suite de cette belle histoire, voilà. Et puis juste pour ne rien vous cacher, nous enregistrons le jour de la Toussaint. Voilà, et du coup, bah, je crois que nous avons la faveur du ciel et l'aide de tous les saints avec nous, voilà, pour pouvoir t'aider, Luc, à raconter cette histoire. Voilà, après ça, moi, j'irai à la messe, que toi, t'as pu y aller déjà, mais pas encore moi. Voilà, vous savez tout. Donc, Luc, je te demandais, comment vas-tu? Alors, je te disais que j'allais très bien. Je te demandais comment toi tu allais. Mais moi, je dis que ça va et que Dieu sait combien de fois qu'on a repoussé, enfin, surtout moi, parce que du coup, j'étais malade, mais là, le Seigneur a permis que je sois en forme. Ouais! Donc, je ferme ma bouche, zip, et c'est à toi. Si tu me vois boire ou manger en même temps, c'est vraiment parce que j'ai pas encore eu le temps. Allez, sois béni. À ton Et, bon, ben, donc effectivement, dans la première vidéo, j'ai fait part un peu de la concrétisation d'un rêve de gosse, puisque j'ai pu effectivement euh, construire, enfin, oui, construire et puis donc posséder ce bateau. Et ensuite, j'ai pu le mettre à l'eau, naviguer, donc vraiment réaliser le rêve comme je l'avais rêvé quand j'avais 10 ans et que j'avais formulé même. Voilà, donc ça c'était un peu, je dirais que le titre que j'ai donné au départ, c'était N'aie pas peur, va jusqu'au bout de tes rêves, là où le vent te conduit. Donc la première partie, c'est N'aie pas peur, puisque j'ai évoqué donc le fait qu'on a été pris dans une tempête séculaire. Ça arrive une fois par siècle, c'est très très rare en Méditerranée. En Méditerranée, il y a souvent du mauvais temps, ou c'est du très mauvais temps, ou c'est une mer plate. C'est jamais entre les deux. Mais là, on a eu vraiment quelque chose, on appelle ça donc une, euh, une tempête séculaire. Donc ça arrive une fois par siècle. Et bon, je suis tombé dedans, comme par hasard, hein, puisque bon, on sait que le hasard avec Dieu, il se cache toujours derrière. Et effectivement, euh, au milieu de cette tempête, on se croyait perdu, on était perdu, puisqu'il y a un cargo qui nous fonçait dessus avec des creux de 14 mètres. Enfin, c'était apocalyptique, c'était vraiment quelque chose de complètement irréel. Et puis, donc, l'architecte donc, qui était un chrétien, moi je ne l'étais pas à l'époque, mais on avait une relation. Aujourd'hui, je peux dire que cette relation, elle était d'ordre mystique. C'était très fort, la relation. Il était très âgé, il avait 90 ans. Moi, à l'époque, je devais en avoir 33, 32. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé avec lui. Et donc, il était décédé avant que je mette le bateau à l'eau. Il voulait absolument venir, mais bon, il n'a pas pu. Et là, il est apparu donc, au milieu de cette tempête et il m'a dit, n'aie pas peur, la route que tu suis est la bonne et tu arriveras à bon port. Et c'est effectivement ce qui... D'abord, effectivement, j'ai su à ce moment-là qu'on était sauvé. Et effectivement, on est arrivé à bon port, on est arrivé à Ciudadela, contre toute attente et contre toute rationalité. C'était absolument pas normal, puisqu'on était parti à deux bateaux, et mon copain, lui, il est arrivé 3 jours après nous, parce qu'il a dérivé, et nous, on n'a pas dérivé. Donc, comprenne qui pourra. Voilà. Et donc disons que ça, tu vois, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fondateur et qui m'a vraiment, enfin, ouais.
Après, avec la conversion, ça s'est confirmé, mais c'est quelque chose de très, très important ce que j'ai vécu là. Et je fais souvent mémoire de ce moment-là parce que c'était un moment exceptionnel. Tu sais, quand tu es complètement perdu, que tu te vois au milieu d'un ouragan pareil, et que en plus, il y a un carreau qui vient sur toi, etc. Bon, tu sais que c'est fini, quoi. Ta vie, elle est, ça y est, c'était foutu. Puis j'avais des personnes à bord. Il y avait Isabelle et puis un couple, et un enfant. Donc, c'est une énorme responsabilité. Voilà. Donc, oui, ça a vraiment été fondateur dans toute ma vie. Alors aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est la suite. En fait, c'est va jusqu'au bout de tes rêves. Donc, il y a eu d'autres rêves après. Enfin, d'autres rêves. Rêves au sens désirs qui se sont en fait concrétisés. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis va jusqu'au bout de tes rêves, là où le vent te conduit. Et effectivement, euh, le vent a soufflé. Donc, le vent, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Et c'est ce qui s'est produit pour moi, puisque j'ai eu d'autres Euh, après cette aventure nautique, euh, je me suis posé la question de savoir ce que j'allais faire, puisque mon, mon congé sabbatique se terminait. J'avais pris 2 ans de congé sabbatique, il se terminait. Donc, mon entreprise, il fallait que je réintègre mon entreprise. Je m'étais marié entre-temps avec Isabelle. Il fallait que je réintègre mon entreprise ou que je démissionne définitivement. Et donc, ça a été un choix très difficile. Et c'est pour ça que, tu vois, je vais parler de cette petite période-là, parce que ça peut aider certaines personnes. Et tu verras que c'est pas anodin ce que je vais dire, ça a un sens, et tu verras qu'après, euh, ça explique beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je disais, on ne sait pas d'où il vient le vent et on ne sait pas où il va. Et donc, entre les rêves que l'on fait, les sentiments que l'on a sur ce qu'on va devoir faire dans la vie. Parce que sentiment, ça peut s'écrire de deux manières. Ça s'écrit sentiment en un seul mot ou sentiment, le ressenti qui nous manque. Donc, voilà, ça, je l'ai appris après avec la conversion. J'ai appris ce que ça voulait dire. Auparavant, je ne savais pas trop. Donc, voilà, j'ai finalement pris la décision ça n'a pas été facile parce que la vie que je menais à l'étranger, d'expatrié, c'était une vie super, magnifique et tout. Mais là, j'étais marié, donc il fallait que je parte seul. Et donc la décision a été prise. J'ai dit à Isabelle, ben, on va créer une entreprise. Je ne savais pas du tout dans quoi j'allais partir parce que j'avais jamais créé d'entreprise de ma vie. J'avais 30, ouais, 33 ans. Et moi, j'avais été salarié jusque-là. J'étais cadre donc dans ce groupe. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, voilà, il y a eu je sais pas, sur un marché comme ça, j'ai vu quelqu'un qui exposait, il y avait beaucoup de monde autour. J'ai regardé qu'est-ce qu'il faisait. Il faisait de la menuiserie industrielle. Oh, j'ai dit, tiens, ça me plairait ça, je vais faire ça. Et voilà. Et donc, j'ai été, comme je savais pas du tout, j'avais aucune notion, je savais pas du tout par quoi commencer. Et à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas de téléphone, tu sais, c'était le Moyen Âge, hein. Là, je te parle des années 86. Donc, c'est inimaginable le fossé qu'il y a entre notre période aujourd'hui. Là, on se parle, mais à l'époque, il n'y avait que dalle. On n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas d'Internet, il n'y avait même pas le Minitel. Toi, tu n'en as pas entendu parler du Minitel ici? Alors, Tu je as crois entendu que... parler de ça? Oui, 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 je crois que en fait, Oui. les téléphones ont commencé à arriver, mais j'étais au primaire ou au collège, je sais plus. Non, mais Je sais Le plus. Minitel, Minitel. c'était un peu Internet, mais Ah, en beaucoup plus non, simple, quoi. j'étais trop petite, je pense, pour ça, je crois, hein. Oui, non, mais parce que tu n'as pas connu. Enfin, c'est pour dire qu'on était dans un autre monde. Et donc, et donc j'ai entendu parler il y avait un salon de la franchise à Paris.
Je suis monté au salon de la franchise, j'ai signé avec une franchise parce que je me suis dit, une franchise, comme ça, ils vont te mettre le pied à l'étrier, voilà. Et puis, une formation de 2 jours, ça a été super rapide. On a créé l'entreprise sur Béziers, chez nous, et cette entreprise a démarré comme, enfin, très très fort tout de suite. En une semaine, on avait embauché 6 personnes, le chiffre d'affaires a démarré tout de suite, le premier mois, et ça ne s'est pas démenti pendant 5 ans. Donc, c'était super, j'adorais ce métier. Mais au bout de 5 ans, j'avais un contrat de 5 ans avec la franchise, tu vois, et au bout de 5 ans, je vais essayer de ne pas être long, mais je pense que c'est important de parler de ça. Au bout de 5 ans, donc, je me suis séparé, j'ai vendu l'entreprise pour me séparer de la franchise. Et comme on ne pouvait pas recréer une autre entreprise dans le même département, donc on était dans l'Hérault, c'est l'endroit où je suis né et où j'ai grandi. Et donc on est parti dans les Alpes-Maritimes. Et là aussi, ce n'est pas le hasard. Parce qu'en fait, mon idée, c'était d'aller à Biarritz. Alors, je ne sais pas si tu imagines, tu vois. Donc, je suis parti à Biarritz parce que le franchisé voulait trouver que ça marchait bien, mon entreprise. Donc, il a voulu qu'on s'associe pour monter quelque chose de très important sur Biarritz. Et, et puis finalement, je lui ai dit non au dernier moment et je suis parti à Cannes. Je ne sais même pas pourquoi. Donc, tu vois un peu le grand écart. Et à Cannes, je suis parti seul dans un hôtel. En 15 jours, j'ai loué un appartement, j'ai loué des bureaux. On a démarré la nouvelle entreprise et en un mois, on avait 15 ou 20 salariés et c'était là, c'était fois deux de ce qu'on faisait avant. Tu vois, donc, parce que en fait, les Alpes-Maritimes, j'étais exactement à Cannes et Cannes, c'est entre le Var et les Alpes-Maritimes, donc c'est très porteur. Puis là, c'est très riche là-bas. Et donc, par rapport à ici, voilà. Bon, bref. Et puis, j'avais étoffé on faisait la commercialisation, la fabrication, enfin, j'avais étoffé mon entreprise. Donc, elle a très bien marché. Et puis il y a eu. Donc, le bateau, ben, j'avais oublié parce que j'avais plus le temps. Euh, et donc, je l'avais sorti de l'eau, je l'avais mis euh, chez mes parents. Donc, ben, la propriété qu'on a héritée aujourd'hui, mes parents sont décédés. Donc le bateau était là sur cette eau et puis ben, il attendait, il a passé 15, ouais, presque 15 ans. Donc là, je faisais plus de bateau, mais j'étais tellement passionné par mon métier que le bateau, c'était fini, j'y pensais plus. Et donc, après, il y a eu en septembre 99, il y a eu la conversion, donc ça j'en ai parlé, je vais pas revenir dessus. 3 ans après, 2 ans après, le Seigneur m'a demandé de tout quitter. Donc, cette entreprise qu'on venait de créer, euh, la villa on avait une magnifique villa qu'on avait entièrement refaite, c'était superbe, à 10 minutes de Cannes, avec un grand terrain, enfin, c'était un truc extraordinaire. Ah, Isabelle, ça a été dur pour elle, pour lâcher. Moi, non, moi j'ai mis un an, hein, enfin, je vais l'expliquer, je ne vais pas revenir dessus. Et donc, j'ai tout lâché. Et ayant lâché l'entreprise et la maison, ça s'est passé très, très vite, en fait. On a replacé les salariés dans d'autres entreprises. Donc, personne ne s'est retrouvé à la rue. Puis, ils ont eu un gros chèque chacun. Donc, et moi, ce gros chèque, j'ai pu le donner parce qu'en fait, on a vendu la maison 3 fois plus cher que ce qu'on l'avait acheté. Parce que là aussi, c'est très bizarre. Le Seigneur me dit, quitte tout. Mais payer tous ces salariés qui avaient plus de 10 ans d'ancienneté, c'est des sommes énormes. Parce qu'il y a, tu vois, il faut payer le licenciement et puis les droits auxquels ils ont droit, quoi. Et donc, 15 jours avant que je mette en vente la maison, j'ai été voir à la mairie parce que quand on l'avait achetée, elle était sur une zone sismique. Et donc, c'est pour ça qu'on avait fait une affaire aussi.
et que je vais voir à la mairie, ils me disent, mais c'est fini, la zone sismique, on a voté, maintenant vous pouvez construire sur le terrain et tout. Et donc la maison, elle a pris 3 fois sa valeur initiale. Et donc avec ça, on a pu effectivement euh, payer, etc. Et puis on s'est retrouvé aussi avec une somme conséquente, mais qui ne permettait pas de vivre 10 ans avec, quoi. On avait, disons qu'on avait 2, 3 ans de trésorerie devant nous. Et donc, voilà. Et donc, le Seigneur m'avait demandé, j'ai lâché donc la maison et l'entreprise. Et puis, il y avait une voix tous les jours qui me disait, mais lâche, lâche. Et alors là, je me suis mis un peu en colère parce que j'ai dit, mais attends, j'ai lâché ma maison à laquelle je tenais, l'entreprise que j'ai créée qui marchait bien. En fait, on était des bourgeois qui vivaient bien, tu vois. Et puis là, tout d'un coup, on n'a plus rien. Plus de ressources, juste de la trésorerie, mais après, il ne m'a pas dit, après, tu vas faire ça ou tu vas faire ça. Non, il m'a dit juste, lâche tout et va-t'en. Ouais, ah bon? J'ai dit oui. Il dit oui, je l'ai fait. Et donc, il y avait cette voix qui me disait, lâche, lâche. Ça commençait à m'énerver un peu, donc j'étais devant le Saint-Sacrement. Alors, j'ai expliqué la dernière fois que j'avais été la première fois en colère. Là, non, j'étais calme, parce que j'ai demandé, j'ai dit, bon, ben, euh, je me suis mis devant le Saint-Sacrement, j'ai dit, bon, explique-moi, parce que là, je ne comprends pas. J'ai donné tout ce que j'avais. Il ne m'a pas répondu. Alors que la première fois, tu te rappelles, enfin, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'ai eu sa présence derrière moi. Bon, c'était très fort, ça. Là, il ne m'a rien dit. Donc, je lui dis, ah bon, ben, peut-être il dort. Je ne sais pas. Peut-être. Mais la nuit, j'ai fait un songe et je me suis vu dans le bateau en train de le repeindre, etc. Je crois que j'en ai parlé d'ailleurs. En train de le repeindre, quelqu'un qui tape à la coque et il m'achète le bateau et je vois le montant du chèque euh, dans ce songe et je me réveille le matin et je dis, ah bon, c'est le bateau que tu veux, mais prends-le. Et j'ai dit ça, mais tu vois, ça m'a étonné parce que j'y étais attaché à ce, je l'ai construit, tu vois, j'ai mis 15 mois pour accoucher de ce bateau. Ça a été très, très dur. Ça a été vraiment très violent. La construction, ça a été. Et là, tiens, j'ai dit, prends-le. Et entre moi, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, comment ça se fait que tu es changé comme ça? Et j'ai été libéré. Et, donc, et après, effectivement, 3 ans après, la personne à qui je l'ai vendu, puisqu'après, ça s'est passé exactement comme dans le songe que j'ai eu. Exactement, mot pour mot. Un an après. Et donc, 3 ans après, la personne qui me l'avait acheté ne pouvait plus l'entretenir. Il devait vendre son commerce, il n'a pas vendu. Et donc, il me l'a rendu. Mais j'en voulais plus quand il me l'a rendu. C'est bizarre quand même, hein. Et donc, bon, bref. Euh, alors, je ne sais pas si j'ai évoqué ça parce qu'il y a eu un moment extraordinaire aussi. Je pense pas que j'en ai parlé. Lorsque j'ai signé la vente du bateau avec la personne, à midi, donc c'était le matin. À midi, on allume la télé, ça ne marche plus. Et il y avait eu du vent, alors je me suis dit, bon, mais c'est la parabole qui a bougé. Donc j'ai essayé d'appeler des gens, personne autour, ils n'étaient pas disponibles, etc. Et puis il y en a un qui était il habitait très loin. Je me suis dit, celui-là, il ne viendra jamais, mais bon, je vais l'appeler. Il me dit, oui, j'arrive. Ah bon, bon ben, ok. Il arrive et il voit le bateau, il me dit, ouais, il est super votre bateau. Et alors, je dis, ouais, mais il est vendu. Il me dit, ah bon. Il me dit, parce que moi, j'en ai un aussi. Peut-être j'en ai, je ne sais pas, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Il me dit, moi, j'en ai un aussi, mais on est 12 dessus. On est 12 en copropriété. Et il me dit, ben justement, il y en a un qui a vendu sa part. Si vous voulez, ah ben, j'ai dit oui tout de suite. Parce que la copropriété, c'est extraordinaire. C'est le bateau, nous, tu vois, chaque, il faut au moins 15 jours pour le remettre, même quand il est à l'eau, il faut au moins 15 jours pour remettre, le réarmer, etc. Et donc après, tu pars quoi? Nous, ici en Méditerranée, c'était pas possible. Tandis que là, c'était un bateau, chacun le prenait, il le laissait dans un endroit méditerranéen ou peu importe, et puis l'autre arrivait derrière, il reprenait, le premier avait complété la nourriture, le plein de tout, et toi tu arrives dedans,
tout est prêt, tu repars, tu le laisses dans un port un peu plus loin, il y en a un autre qui arrive. Ah, c'était génial. Et donc 15 jours par an. Et donc, ben, j'ai dit OK. En plus, c'était pas cher. Ça coûtait 3 fois rien, puisqu'on était 12. Donc, on divisait en 12 le coût, tu vois. Donc, c'était abordable, quoi. Et donc, je lui dis, ben, OK, on fait la réunion. Et pendant la réunion, ils disent, bon, ben voilà, le bateau est actuellement en Corse et il faut l'amener en Croatie. Et donc, moi, j'ai dit, ça faisait 15 ans que je n'avais pas navigué. Et je leur dis, ah ben, moi, je l'amène. D'habitude, tu vois, ils se disputaient tous pour dire, ah ben, moi, je vais faire une escale, moi, l'autre, l'autre, l'autre. Là, personne. Et ils disent, bon, ben, OK, vas-y. Le jour où où on a pris le bateau, donc en Corse, c'était le 18 mai, le jour de mon anniversaire. Donc, c'était déjà un premier cadeau. Et c'était extraordinaire parce que tu te rends compte, il y avait 15 ans que je n'avais pas navigué. Là, j'avais du temps puisque j'étais en congé, j'avais vendu l'entreprise, donc j'étais libre. On avait de l'argent de côté. On avait fini les travaux de la maison, on l'avait complètement rénovée. La maison dont j'avais hérité, celle où on est actuellement. Et donc, c'était magnifique. Ça aurait tout arrivé à point. Et on a fait, donc on est parti de Corse et on a mené le bateau. On a descendu toute l'Italie. On a passé le détroit de Messine. Enfin, et on est remonté sur la Grèce jusqu'en Croatie. Chaque fois qu'on s'arrêtait parce qu'on a fait beaucoup d'escales, on naviguait maximum 2 jours, un jour, 2 jours. On faisait des escales dans les ports comme ça, toute l'Italie, etc. Chaque fois qu'on s'arrêtait, le vent soufflait en tempête, on repartait le lendemain, parce qu'on se donnait 2 jours maximum, parce qu'on avait un délai quand même. On s'était donné 2 mois pour arriver là-bas. Et quand on repartait, le vent s'était calmé, il avait tourné et il nous poussait. Et donc, enfin, on a fait des rencontres. Alors là, il faudrait des. Si, je vais t'en donner une quand même. Je repars. C'était à Ischia. Ischia, c'est une petite île qui se trouve au large de, de l'Italie. C'est à côté de. Comment ça s'appelle déjà? Enfin, il y a une autre île très connue juste à côté. Et donc, on arrive, on jette l'ancre, donc on prend le Zodiac, et puis c'est un pic, c'est très très haut. Et donc, comme on faisait à chaque fois, puisque maintenant on était qu'à donc on allait, la messe, c'était important. Donc, quand on s'arrêtait dans une île, première chose, une église, l'heure des messes, et on allait à la messe. Et là, on monte, donc on arrive. C'est magnifique. Cette île, elle est vraiment superbe. Tu regarderas sur Internet. C'est, enfin bon, bref. On arrive, et puis il y avait une ceinture, et, et on voit l'église derrière. Alors, on rentre. Devant, il y avait il y avait une vue magnifique enfin, à l'infini. On rentre, à peine on était rentré, sur la droite, il y avait l'église, une église, enfin, une petite église, disons. Et sur la gauche, il y avait un cimetière. Et à peine on était rentré, on entend un chant, une dame qui chantait, c'était un chant lyrique. C'était une professionnelle, parce que pour chanter comme ça, c'est pas possible. On avance. Elle était devant la tombe, certainement de son mari, je ne sais pas. Elle était droite. Une dame qui devait avoir, je ne sais pas, 80, 90 ans, mais magnifique. Elle était superbement habillée. On voit que c'était une professionnelle, tu vois, euh, de chant lyrique. Euh, mais un chant, c'était. On était là, on l'écoutait chanter. Elle chantait pour son mari, mais avec une voix et une force dans la voix. Waouh. Et à un moment, on s'est dit, bon, on va rentrer dans l'église, on va prier pour elle. On rentre dans l'église, on s'assoit sur le banc de gauche, comme ça, au bord de l'allée, et on fait un chapelet pour elle. Elle rentre, donc elle avait fini de chanter, elle rentre, elle passe devant nous, elle va dans le chœur, elle allume des bougies qu'elle pose, et elle se remet à chanter
c'était, mais c'est des souvenirs, ça, qui sont fabuleux. Et puis, elle revient. Il y avait, je sais pas, il y avait une trentaine de personnes, tu vois, qui priaient là, tout chacun à sa place. Elle s'arrête exactement devant nous. On n'avait pas regardé ni rien, on était en train de prier, tu vois, on était vraiment en méditation. Elle s'arrête devant nous, on sent qu'il y a une présence, on regarde. Elle nous a regardés, elle a fait un grand sourire, elle savait qu'on priait pour elle. C'était exactement ça. C'était c'était vraiment très, très beau, quoi. Et elle est ressortie et elle a été rechantée devant la tombe de son mari. Voilà. Tu vois, mais ça, on a eu des cadeaux comme ça, on en a eu tout le temps, tout le long. De chaque ville où on s'arrêtait, il y avait quelque chose. À chaque fois. Mais c'est un vrai roman. Donc, le Seigneur nous a fait un cadeau, mais tu vois, il m'avait demandé de lâcher le bateau, il m'avait donné celui-là. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que euh, Espalut, donc mon bateau aujourd'hui, là, celui que j'ai construit, c'est un bateau extrêmement sécurisant avec une quille dessous à 2 mètres sous l'eau. Euh, il fait 13 mètres de long, il est très stable sur l'eau, il est bien dessiné, etc. L'autre, c'était un bateau, un dériveur intégral, c'est-à-dire il n'y a pas de quille, il y a une quille qu'on rebaisse, donc c'est super dangereux comme bateau. Il faisait 1,50 m de moins, donc un bateau plus petit, moins sécurisant, euh, et, et sur lequel j'étais plus propriétaire, enfin, j'étais copropriétaire, puisqu'on était 12. Et en plus, 12, tu vois, c'était bizarre. Donc voilà le cadeau, c'est-à-dire que le Seigneur m'a donné ce bateau. Il m'a dit, la sécurité, c'est moi, c'est pas ton bateau, c'est pas, tu vois. En fait, le signe, c'était ça. Enfin, c'est ce que j'ai retenu. Voilà. Donc ça a été extraordinaire. On a fait, il y aurait trop à raconter, mais je vais passer là-dessus. Donc à la fin arrivé en Croatie, on l'a laissé. Un autre copropriétaire est venu. Et on est parti à Rome, on n'avait jamais visité Rome, et là aussi, on a visité Rome, ça a été extraordinaire. On est resté 8 jours à Rome. Wow. Et bien là, tu sais, j'ai vécu la conversion donc en 99, et donc c'était avec Jean-Paul II. Et on était à Rome, on était donc à la basilique, là. Et puis il y a un groupe qui passe, et puis nous on était là, on passait juste. Et puis il y a une dame qui dit est-ce que vous voulez assister à une conférence privée de Jean-Paul II? Oh ben nous, ouais, ouais, bien sûr. Et on a été invités, et il nous a donné, à la fin, il nous a donné un chapelet. On est passé chacun à notre tour. Il nous a donné un chapelet à chacun. Voilà. Ça, c'était, tu vois, le petit clin d'œil. C'était le petit clin d'œil du Seigneur, donc pour nous remercier en fait d'avoir tout lâché. Et c'est plus tu donnes et plus tu reçois. Ça, c'est vraiment une constante hein, dans ce que j'ai vécu. Voilà, donc après on est rentré. Et là, je me suis dit, bon, ben maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, on a prié. Et puis le lendemain, alors je m'étais dit, tiens, je vais faire un marchand de biens parce que ça ne me déplaisait pas, ça, retaper des maisons, puis les revendre, les acheter, les revendre, tu vois. Mais comme je ne connaissais pas le marché de l'immobilier dans le département de l'Hérault, je me suis dit, ben, je vais faire agent immobilier d'abord, et après, je ferai marchand de biens, comme ça, je connaîtrai un peu le secteur, tu vois. J'ouvre le journal et je vois recrute agent immobilier, et le nom du propriétaire, enfin, de l'agent qui cherchait d'autres agents, c'était Monsieur Côté-Moine. Donc, donc j'ai dit, ah, Côté-Moine, oh, ben, lui, c'est sûr que c'est bon. Je téléphone, il me dit, oui, oui. On a eu une discussion de 3 heures, on ne se lâchait plus. Mais on était sur enfin, on était tous les deux des entrepreneurs, et donc on se comprenait.
alors qu'il recevait que des gens qui étaient dans l'immobilier, des filous, etc. Tu vois. Et là, on se comprenait. Et alors, attends, parce que, alors ça, c'est exceptionnel. Ce gars, il avait 70 ans à l'époque. Il a eu l'idée de faire ce qu'on appelle du portage. Tu sais ce que c'est le portage? C'est-à-dire que normalement, tu fais pas agent immobilier comme ça. Il faut passer des diplômes, etc. Si tu les as pas, si tu les as pas passés, si tu n'as pas le temps de les passer, lui, il avait fait un système basé aux États-Unis, on fait ça. Euh, il te loue sa carte et donc tu travailles à ton compte, mais sur son nom à lui. Mais tu es à ton compte, quoi. Et lui, il prend juste un pourcentage très faible, tu vois. Mais comme il avait. Le but, c'est qu'après, il était arrivé à 3000 personnes. Donc lui, il s'est enrichi. Et alors, parce qu'avant, il avait fait faillite, il faut dire. Mais là, il s'est enrichi et il a vendu enfin, un milliardaire français là, après. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc là, on est à ce moment-là et il m'explique. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je lui dis que, enfin, je ne sais pas pourquoi, ça m'arrive souvent, je lui dis que je suis catho, etc. Dans ce monde-là, tu vois, c'est vraiment pas le monde où il y a. D'ailleurs, je n'ai jamais rencontré. Et lui, il me dit, ben, ma femme, il venait de s'était marié 2 ans avant, il a divorcé 5, 6 fois, et là, il s'était marié 2 ans avant, à 69 ans, un truc comme ça. Il a des gosses et tout, avec une Vietnamienne, beaucoup plus jeune que lui. Et alors, tu sais quoi? Cette Vietnamienne, alors elle est plus que catho, c'est une croyante. Et ils ont fondé un orphelinat au Vietnam qu'ils financent. Et ils passent 6 mois là-bas et 6 mois dans son entreprise. Mais entre-temps, c'est ses enfants qui gèrent ça. Bon, mais nous, on n'a rien à voir avec ça, quoi. Mais tu vois, un professionnel de l'immobilier qui a fondé un orphelinat, il faut le faire quand même, hein. Il y en avait qu'un, je crois, dans le monde, il doit y en avoir qu'un. C'est celui-là sur lequel je suis tombé. Et ça, voilà. Et donc, ben, alors là aussi, une demi-journée de formation. Et, et donc, bon, ben, j'ai compris très vite ce qu'il ne fallait pas faire, surtout parce que ce que font tous les autres, j'ai dit, bah, si je fais pareil, ça ne va pas marcher. Donc, j'ai fait autre chose. Comme j'avais déjà, moi, un vécu, j'ai eu l'idée de prendre une autre option qui s'est avérée très bonne. Et donc, en fait, la première vente que j'ai fait, ça a été très, très vite aussi, hein, en l'espace de 15 jours. La première vente que j'ai fait, on était parti au ski parce que j'ai dit, bon, ben, maintenant c'est bon, on va avoir un boulot. Donc, on est parti au ski. J'étais sur le tire-fesse, des skis au pied. Le téléphone sonne, tu sais, le tire-fesse il démarre, le téléphone sonne. Du début du tire-fesse jusqu'en haut, j'avais vendu la maison et 20 000 euros de commission. Et ça ne s'est pas démenti. Et donc voilà. Alors ça a duré 3, 4 ans. Et puis, je suis parti encore dans un truc là. Bon, tant pis. On n'est plus sur le bateau, mais c'est pas grave. On y reviendra. On fera une troisième peut-être. Après, donc, au bout de 4 ans, la maman d'Isabelle qui avait, je ne sais pas si je l'ai dit ça, mais ce dont j'ai parlé, c'est que lorsque j'avais 19 ans, j'avais un oncle très riche qui m'avait fait son légataire universel. Il avait un domaine viticole. Voilà, puis j'ai refusé. Il se trouve que lorsque on a décidé de se marier avec Isabelle, elle m'a présenté à ses parents. Et quelle n'a pas été ma surprise, c'est que donc il y avait la maison et à côté ils avaient un domaine. Et ce domaine, il était quasiment identique à celui que j'avais refusé 15 ans avant. Et alors, cerise sur le gâteau, c'était que
et c'est aussi incroyable, c'était que celui que j'avais refusé 15 ans avant, il était à 300 mètres à vol d'oiseau, dans le même village. Et Isabelle habitait dans ce village-là, qui était distant du mien de 6 ou 7 kilomètres. Tu vois, c'est des choses comme. C'est très curieux quand même, hein. En fait, il y a eu l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire que au début, j'ai refusé de rentrer dans la viticulture, et en fait, j'ai fini ma carrière dans la viticulture. Et donc là, on est. Alors là aussi, petit truc, petit clin d'œil encore. La maman d'Isabelle. Bon, je ne sais pas si je peux dire ça, je ne vais pas tout dire quand même. Euh, disons que, bon, ce domaine, il était à la vente, parce que la maman d'Isabelle avait de graves problèmes de santé, et donc elle a mis le domaine à la vente. Et il ne se vendait pas. Et elle me demande en général, elle ne me demandait rien, mais là, elle me dit, est-ce que tu ne voudrais pas t'occuper des vendanges, parce que moi, je ne peux pas. Enfin, non, elle ne pouvait pas, elle était alitée, c'était très grave ce qu'elle avait. Et donc, moi, j'ai dit oui. Et en fait, j'ai fait des vendages comme je les ai fait quand j'étais gamin, quoi. Et donc, oh, ça y est, c'est reparti. Il y a des émotions qui remontent. Donc, je me suis retrouvé à faire des vendages, mais ça n'avait plus rien à voir comme on les faisait à l'époque. À l'époque, c'était tout manuel. Il y avait 30 personnes. On faisait venir des vendangeurs espagnols, tu vois. Et là, c'était des machines. On était à deux. Il y avait le salarié et moi, enfin, deux salariés et moi. Et on rentrait deux fois. On rentrait en gros, ça faisait, je ne sais pas si c'était euh, 15 ou 20 tonnes par jour, que le matin. Alors qu'à l'époque, on était 30 et on faisait la moitié. Donc, et là, tu vois, trois personnes, donc ça ne fait plus rien à voir, c'était des machines. Mais l'ambiance et tous les souvenirs, tout remonté, tu vois. J'avais même acheté un jambon parce que mon père, tous les ans, achetait un énorme jambon. On allait à la montagne, on achetait un énorme jambon et tous les matins, on faisait un break. On commençait très tôt. À 9 heures, on s'arrêtait et on faisait un casse-croûte avec du jambon et du beurre. Wow, c'était délicieux. Je me suis rappelé ça. Je me suis rappelé ça, j'avais 12, 14 ans, tu vois. Petite anecdote, c'est que j'ai dit à Isabelle, je me rappelle où on allait acheter le jambon à la montagne, on va y retourner. On y est retourné et j'arrive devant et puis il y avait des jeunes là. Je lui dis, mais il est fermé, le producteur là, de jambon. Il me dit, mais il y a 30 ans qu'il est mort. J'avais oublié que j'avais vieilli un peu tard. Enfin, bon, bref. Donc, voilà. Et, et donc, le midi, enfin le soir, je rentre à la maison et puis je dis, puis moi, tous ces souvenirs remontés, tu vois, et je dis à Isabelle, ça te, ça te dirait pas qu'on rachète le domaine? Et là, waouh, elle y est née, tu vois, dedans, elle a vécu là, elle a grandi, donc tu parles que c'est des larmes qui ont coulé. Donc, j'ai dit, bon, mais ok. Donc, je vois mon banquier, parce que bon, c'était quand même des sommes assez importantes. Donc, je vois mon banquier, il me dit, ouais, ouais, je vous suis, il n'y a aucun problème. L'immobilier marchait à fond, donc il me dit, je vous suis, c'est bon, allez-y. Et donc, la maman d'Isabelle n'a pas voulu le vendre. Alors, on n'a pas compris. Et en fait, c'est que ce domaine enfin, c'était pas rentable du tout, quoi. Et donc, elle n'a pas voulu nous donner quelque chose nous vendre quelque chose, tu vois, qui était malsain. Mais la nuit qui a suivi, là encore, le Seigneur me dit très exactement, demain, on était la nuit du samedi à dimanche, à 3 heures du matin. Il me dit, tu vas aller voir ta belle-mère et tu vas lui dire, vous allez donner à la sœur d'Isabelle donc, une partie de la propriété qui n'avait rien à voir avec le domaine, et à Isabelle le domaine. Alors je réveille Isabelle, je réveille Isabelle et je lui dis ce qu'on m'a dit. Mais ça va pas, t'es fou et tout. Le dimanche matin, elle téléphone à sa mère, on y va. J'étais face à elle comme ça. Et je lui ai dit mot pour mot. Donc, c'était sûr qu'elle allait refuser. Enfin, c'était pas possible qu'elle accepte.
Elle a dit, ben d'accord. Elle me dit, quand est-ce que vous voulez démarrer? Alors, je lui dis, comme vous voulez. Elle me dit, le 1er avril, ça te va? Je lui dis, OK. En sortant, Isabelle, en partant de chez sa mère, parce qu'elle était troublée, Isabelle me dit, mais le 1er avril, c'est l'anniversaire de mon papa, et ce domaine appartenait à son papa. Donc, tu vois un peu les... Voilà. Bon. Enfin, bref. Et puis, ce domaine, on l'a donc gardé pendant... On y a travaillé pendant 10 ans. Ça a été... on a tout restructuré. Enfin, bon. Ben. Mais là aussi, ça ferait... C'est une histoire incroyable avec Dieu. J'ai pris des risques inconsidérés pour créer une gamme de vins. Le nologue, il devenait fou. Et après, il a pompé mes techniques que j'avais improvisées complètement parce que j'ai pris des risques de dingue. On aurait pu se ruiner parce qu'on avait fait un emprunt, etc. Donc, mais tout a marché. Enfin bon, voilà. Je vais finir sur ce chapitre-là. Donc là, j'avais 65 ans, donc ça faisait 10-12 ans qu'on exploitait le domaine. Et, et là, une nuit, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là? À 65 ans, tu vas mourir dans ce domaine-là d'épuisement déjà, parce que bon, je travaillais énormément, il fallait faire la commercialisation. Je partais en Angleterre, en Allemagne, en Tchéquie, en Suède. Il y avait en plus le domaine à s'occuper, la vinification, les vignes. On avait deux salariés, on avait, enfin bon, bref, c'était énorme. Et des investissements sans arrêt. Et donc, je lui dis, il faut qu'on arrête nos conneries. À 3 heures du matin, je la réveille. Je lui dis, tu sais pas pourquoi 3 heures à chaque fois. Je la réveille et je lui dis, ben, on arrête nos conneries, on vend la propriété et on part en bateau faire le tour du monde. Alors, tu vois, un peu comme le Seigneur là. Mais moi, je n'étais pas du tout parti pour aller à Martinique. Hein. Donc, j'étais parti pour un tour du monde et on s'était préparé pour ça, on s'était conditionné pour ça. Donc, on part. Tout s'est passé, mais vraiment, encore une fois, de façon comme sur des roulettes, quoi. Tout s'est fait comme prévu. Et donc, on n'a pas, en fait, on a vendu ce qui était les vignes, si tu veux, et on a gardé le bâtiment. Il y avait 1000 mètres carrés avec de bâtiments, enfin, la cave et tout ça. Et on l'a loué pour des gens qui faisaient du spectacle. Et ils organisaient des spectacles et donc ça cadrait très bien, quoi. Et donc, ça nous faisait un revenu. Donc, c'était super. Je n'avais pas encore la retraite. On part avec le bateau. Et puis, donc, donc, on a traversé la Méditerranée. Ensuite, on a été à Madère. Ensuite, on a été aux Canaries. Et aux Canaries, on attendait une fenêtre météo pour traverser la Méditerranée et on allait au Brésil. Et donc, je dépasse pas là. Tu me dis si on est à combien là? C'est Euh, bon? je pense que tu peux encore continuer 5-10 minutes, comme ça on va pas faire trop long et puis tu pourras Oui. faire une troisième partie. Ouais. Donc là, on attendait une fenêtre météo. Et là, Isabelle était angoissée parce que traverser l'Atlantique, tu vois, c'est pas rien, on était que tous les deux. Puis quand tu pars des Canaries, tu reviens plus parce que tu as les courants, les vents contre toi, donc c'est fini. Si tu pars, tu pars. Et quand tu es au large, ben, c'est terminé. Tu n'appelles pas les pompiers ou qui tu voudras, personne ne viendra te chercher parce que tu es trop loin de toute façon. Et puis c'est pas possible. Donc, la décision de partir, moi, de toute façon, rien ne pouvait m'arrêter parce que c'était tellement ancré en moi, c'était un tel rêve de jeunesse que même j'allais partir tout seul, même, en solitaire. Et j'avais pas trop envie, mais je l'aurais fait. Et Isabelle, tous les jours, elle me disait, bon, je prends l'avion, je te rejoins là-bas au Brésil. Mais moi, non, non, c'est pas possible, c'est pas possible, je peux pas, je peux pas. Elle pleurait tous les jours. Donc, et le dernier jour, elle me dit, il fallait prendre une décision. Donc, soit elle prenait l'avion,
Donc, je l'accompagnais à l'aéroport et puis moi, je partais. Et elle me dit, je viens. Et donc, nous voilà partis. Et en fait, Isabelle a adoré la traversée. Elle n'a pas eu peur. Elle est restée à l'intérieur souvent, tu vois. Mais même quand il y avait du mauvais temps, elle sortait pour m'aider. Vraiment, elle s'est comportée euh, superbement bien. Voilà, c'était super. On était parti courant décembre. Et le 24 décembre, alors ça, c'est voilà, là, c'est un des points très importants qui nous a marqué et qui a déterminé ce qu'on fait aujourd'hui et pourquoi on est là en train de discuter tous les deux et puis avec ceux qui suivent aussi. Donc, on allait au Brésil et puis à bord du bateau, on a un système de BLU, c'est une radio qui porte très très loin et sur laquelle on peut capter la météo. Et on a la météo sur l'ordinateur avec les vents, les courants, etc. On l'a sur une très très grande, enfin, pratiquement le monde entier, on choisit les zones, etc. Et là, donc, on voit que sur la route qu'on traçait vers le Brésil, bon, déjà, on avait le vent un peu de travers, le bateau tapait, c'était pas très confortable. Et je vois qu'il y a c'était annoncé des creux de 10 mètres et un vent pas possible, une dépression qui arrivait et on est allé droit dessus. Alors, j'ai dit à Isabelle, oh, non, ça c'est bon. Donc, on va se détourner et en fait, on va prendre une direction opposée. On partait, si tu veux, vers le sud, mais on s'est dirigé vers l'ouest. Quand tu fais des grandes traversées comme ça, tu peux rester 4 5 jours, c'est pas grave. Après, tu reprends la direction une fois que la tempête est passée au large, toi, parce que toi, tu n'en reçois pas. Et donc, bon, on était le 24 décembre, et donc plein ouest. Et là, par contre, on avait les vagues qui nous poussaient, le vent qui nous poussait, et le bateau était super confortable. On a un pilote automatique dessus, tu vois, on ne barre pas le bateau. C'était vraiment agréable. Bon, il y avait des vagues et du vent, un peu comme on voit dans la vidéo, mais le bateau marchait bien, c'était super. On a été le 24 décembre. Et le 24 décembre, on, donc jour de Noël, on avait mis, avant de partir, le prêtre nous avait donné une lunule avec une hostie consacrée. On l'avait mis dans le cockpit, donc on le voit le cockpit là, dans la vidéo. C'est l'endroit où il y a la barre et où on est abrité. On l'avait mis là, on avait mis 2 bougies et on a médité la messe du jour. Et à minuit très exactement, donc il faut imaginer le contexte. Donc déjà dans la vidéo, vous allez voir comment commencer. Et là, c'est la même chose, mais la nuit totale, c'était orageux, donc on ne voyait même pas à 20 centimètres. On ne voyait rien. Et le bateau fonçait, mais on a le radar, tu vois, il y a des alarmes et tout, donc on ne risque rien. Et donc, tu ne sais pas où tu vas, le bateau, il fonce, quoi. Lui, nuit et jour. Et donc, nous, on était imprégnés dans la prière, tu vois, on était vraiment dans une prière profonde. Et tout d'un coup, le cockpit est éclairé avec une lumière, mais c'était pas un projecteur, c'était quelque chose qui irradiait complètement. Et ce qui était bizarre, ça m'a foutu la trouille parce que d'abord, j'ai pensé qu'il y avait tu vois, qu'on était attaqué ou qu'il y avait, je sais pas, il y avait plein de choses qui tournaient dans ma tête. Mais ce qui était curieux, c'est que cette lumière, elle n'éclairait pas l'avant, elle n'éclairait pas l'arrière, ni les côtés, que l'endroit où on était, et elle nous suivait. Tu vois, on avançait. Et à un moment, je me dis, bon, là, il y a quelque chose de surnaturel, parce que c'est quand même un peu bizarre comme un truc, quoi. Et puis, c'était lumineux, mais anormalement, en fait, c'était une clarté. Et je regarde, et c'était naturel, puisque, en fait, il y avait un tout petit trou dans la noirceur des nuages, et la lune passait au travers de ce petit truc, il y avait un rayon, et qui venait exactement sur le bateau. Et là,
avec Isabelle, on était en prière, donc il faut imaginer, tu vois, enfin, on est, on connaît la méditation, hein, tous les deux, je suppose que d'autres chrétiens aussi. Quand tu es en méditation, donc tu es un peu ailleurs, quoi. Et donc on était dans quelque chose de profond, il y avait une profonde paix en nous, et puis ben là, Dieu, il peut te parler. Il nous a pas parlé, mais on a eu une intuition profonde tous les deux, que la route qu'on suivait là, un peu, tu vois, on revient un peu, la route que tu suis est la bonne, n'aie pas peur, tu arriveras à bon port, tu vois, ça se répète là. Et peut-être c'est ça qui m'est revenu à ce moment-là. Et j'ai dit à Isabelle, ben, le Brésil, bon, alors, on n'en a rien à faire. Bon, il y avait des copains, mais on les verra une autre fois. On va aller en face, ben, je ne sais pas où on va. Alors je tape sur le GPS et j'agrandis parce qu'il y avait 3000 km devant nous, donc on n'était pas arrivé, tu vois. Euh, et en bateau, ça navigue à peu près à 15 km à l'heure. Donc tu vois un peu la distance qu'on avait à parcourir encore. Et donc, 15 km encore. Enfin bref. Donc je tapote, puis j'ai grandi, et puis je vois l'île de Sainte-Lucie. Et donc je me dis, Luc, Lucie, oh bah, tiens, Sainte-Lucie, bon, on va aller là, c'est bon, je sais pas où je suis. Et puis à côté, je vois la Martinique. La Martinique, moi, j'avais entendu parler, mais je ne savais même pas que c'était là. Donc là, je découvrais où se trouvait la Martinique. Et puis, tous les jours, à une heure précise, on avait une vacation radio avec notre radio qui porte loin, là. Il y avait un copain qui était aux Canaries et un autre en Martinique qu'on ne connaissait pas, qui était sur des bateaux. Et tous les jours, on les appelait, ils nous donnaient la position, ça va, ouais, ouais, c'est bon, etc. Bon, bref, voilà, ça durait 10 minutes. Ça leur faisait plaisir, nous aussi. C'était le lien qu'on avait avec la Terre. Après, on était vraiment. Mais alors, ce que je peux dire aussi, c'est que on vit quelque chose dans des grandes traversées comme ça. Ça a duré 3 semaines et 3 jours. On vit des choses, en plus quand on est catho, qui, là, on est vraiment dans du mystique. Tu vois, moi, je suis un hyper, je sais pas rester 5 minutes en place. Il me faut faire quelque chose. Bouquiner, j'ai un peu du mal. Euh, Là, j'ai même pas bouquiné pendant toute la traversée. Euh, J'étais en méditation 24 heures sur 24. Mais j'étais même pas fatigué parce que je veillais quand même. Bon, je restais dehors, je restais à l'extérieur, mais bon, il y a le pilote, hein, le bateau il marche seul. Et donc, puis de temps en temps, il y avait des coups de vent, donc il fallait régler les voiles. Enfin, bon, bref. Mais je faisais rien et je m'en étonnais tous les jours. Je me disais, mais comment ça se fait que tu es là, tu es bien? J'ai jamais été aussi bien en faisant rien. Il n'y avait rien à faire. On mangeait très peu parce que tu n'as pas faim, tu vois, en mer. Donc Isabelle faisait préparer des petits plats le midi, le soir, une petite collation. Enfin, les journées passées comme ça, voilà. C'était vraiment. Ça a été une expérience très, très forte, ça aussi. Et donc, voilà. Et là, on est arrivé en Martinique, 3 semaines et 3 jours après. Et là, la suite au prochain numéro. Bravo! Non, c'est génial. Enfin, j'allais te dire, je pense qu'il faut que tu écrives un livre, mais bon, J'ai fait, mais bon, on verra ce qu'on en fait, je sais pas. voilà, c'est déjà là. Le projet est là. Non, Le c'est projet, ouais. super. C'est super, toutes ces histoires que le Seigneur t'a permis de vivre. Et ouais, ouais, non, limite, C'est tu pas pourrais écrire fini. des bandes dessinées et tout aux gens. Tu Ah parlais oui, oui, d'Astérix et Obélix. mais c'est pas fini parce que tu vas voir dans la suite, c'est pour un peu appâter Les auditeurs, ouais. les, les, les auditeurs, YouTube, whatever. les youtubeurs, voilà, c'est pour les Voilà. appâter un petit peu. La suite, ça n'a rien à voir. Alors là, on va rentrer dans quelque chose qui est
qui est dans l'inimaginable, l'impossible de Dieu. Voilà, c'est là, Amen. après, après ouais, ouais, c'est vraiment ce qui nous est arrivé après. euh, voilà, peut-être il en faudra une quatrième, je ne sais pas. Non, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, on est là pour ça, hein. Tu as toute une émission pour toi. Non, vraiment, c'est génial. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces belles anecdotes, témoignages. C'est très intéressant et tu as vraiment une vie particulière, donc c'est génial. Et puis pendant que tu parlais, je me Oui, oui. disais, je sais qu'un jour le Seigneur permettra qu'on soit sur ton bateau et que je filme et que je sais pas quand, mais il verra. Mais c'est génial, non, c'est trop génial. Ben voilà, ben on va conclure pour aujourd'hui et puis ben rendez-vous au troisième, et puis ensuite au quatrième, et puis au cinquième, et puis on a toute l'année, voilà. Voilà, et puis ceux qui auront la grâce de pouvoir te voir en Martinique aussi, mais ça, on en reparlera quand le temps sera venu, Oui. mais voilà, ce sera ben, une belle Ah, grâce de t'avoir. Mhm. Oui. peut-être je pourrais rajouter que euh, ce qui serait bien pour... Là, je vais parler à toi qui écoutes, pas à toi, Ingrid, hein, à tous ceux qui écoutent en ce moment. Ingrid fait un travail formidable. Moi, ce que je livre simplement, je fais un témoignage, comme il est dit dans la Bible, comme me dit Saint Paul, malheur à moi si je ne témoigne pas. Malheureux je vais être, ça veut dire. Hein, c'est malheur, Dieu ne peut pas porter le malheur. Mais c'est vrai que ne pas sortir ça, ne pas le donner quand on l'a reçu, c'est pas normal. Hein. Donc, moi, je fais ça vraiment, j'ai aucun intérêt et je recherche rien. Euh, mais par contre, voilà, Ingrid, elle a beaucoup, elle a vraiment, il faut l'aider. Il faut l'aider parce que le travail qu'elle fait, aidez-la. Aidez-la en mettant déjà des commentaires, mettez des commentaires, hein, parce que ça, c'est votre façon à vous de témoigner. C'est Dieu qui nous demande ça. Donc, mettez des commentaires, mettez un pouce, abonnez-vous. C'est très important. C'est très important parce que il faut que cette chaîne, elle vive. Elle a besoin d'être épaulée, d'être accompagnée. Et le meilleur accompagnement qu'il puisse y avoir, ben, c'est vous qui pouvez le lui donner et le lui témoigner. Ce qu'elle fait est vraiment extraordinaire. Bien sûr, le Seigneur te bénisse hein, parce que vraiment, c'est extraordinaire ce que tu fais. Voilà, je te remercie encore. Merci Et beaucoup, encore une fois, Yves. c'est pas pour moi. Hein. Moi, ça m'est complètement égal. Là, c'est donné. Après, ça fera son voyage. Mais, mais voilà, mais toi, toi, tu vas continuer. Euh, voilà, aidez-la. Ah, c'est super gentil. Oui, tu m'as toujours dit ça dès le début que voilà, c'était vraiment pour aider la chaîne aussi, hein, vraiment. Donc, merci de nous enrichir par ce beau témoignage, enfin, ces beaux témoignages de vie. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Ça me rejoint déjà personnellement, puisque comme je te disais, on aurait aimé aussi avoir un bateau et partir comme ça. Mais il faut être prêt. Le Seigneur prépare. Voilà, on part pas Tu as comme vu, ça. tu as vu combien de temps j'ai attendu? Je l'ai construit. J'en ai rêvé, j'avais 10 ans. Je l'ai construit, j'avais 33 ans. Et je suis parti, j'avais 65 ans. Donc, tu Magnifique. vois, un peu, hein, il y a un demi-siècle qui s'est Oui, passé mais avant qu'il n'existe. le pire, je crois que moi aussi, hein, quand j'étais petite, j'ai pensé, j'ai dit au Seigneur, j'aurais aimé avoir une famille et vivre sur un bateau avec ma famille. Mais il fallait trouver un mari qui soit aussi fou. Et du coup, j'ai rencontré David, même idée, même idée. Mais j'étais petite, voilà, je sais pas quel âge que j'avais, mais je pense que j'étais au primaire, j'étais pas encore au collège, tu vois. Donc moi aussi, j'en ai rêvé petite, mais je suis pas encore prête à construire peut-être David. Voilà, En tout cas, voilà. la En tout cas, ça construction, je me l'ai rejoint. expliqué, c'était un autre, Ouais, c'était autre chose. La c'est construction, ça. ça aussi, c'était un appel du Seigneur parce que Mm, mm. c'est pas normal de construire un bateau, il faut être un peu
Bon, Non, je suis un peu fêlé, mais c'est là, génial. voilà, vraiment, je suis fêlé. Non, c'est Je me vraiment sens mieux. génial. C'est vraiment génial. T'as une vie vraiment extraordinaire. Merci Seigneur. Voilà, le Seigneur prend des personnes ordinaires et il les rend extraordinaires. Voilà, il est génial. Il est top. Alors vraiment, merci beaucoup. Et puis comme disait Luc, n'hésitez pas à vous abonner, puis à partager. Ça peut aider au moins une âme. Vous ne savez pas. Voilà, Dieu seul sait. Donc à très bientôt, cher Luc. Et puis vous aussi, je vous dis à bientôt.